Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, ça va même très bien. Je vais vous parler un petit peu des installations de fourmis, tout ça. J'ai voulu, j'ai fait beaucoup de séquences parce que j'ai voulu nourrir un petit peu les fourmis avec une carcasse de poulet qui me restait. Et j'ai dit au lieu de la jeter, je vais la mettre au Messor Barbarus, voir qu'est-ce qui se passe. Avant, bien entendu, j'ai nettoyé au maximum la carcasse avec de l'eau très chaude pour essayer de nettoyer un petit peu s'il y avait des trucs dessus comme des épices, du sel, des conneries et tout, des choses que les fourmis n'aiment pas. Bon, j'ai quand même bien nettoyé tout ça et j'ai pas donné à n'importe qui dans mes colonies. J'ai pris ma colonie la plus imposante, la plus importante, voir déjà comment ça se passe. On ne donne pas une carcasse de poulet à 3-4 fourmis, voilà. Je voulais voir un petit peu comment ça se passait et du coup j'ai filmé avec deux caméras totalement différentes et tout pour avoir des plans complètement différents, voir un petit peu ce que ça allait donner. Du coup je vous fais passer ces images là et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de fourmis sur les caméras et dans l'aire de chasse en soi-même que sur la carcasse et je ne vois pas vraiment les fourmis en train de manger la viande qu'il y a dessus ou faire des prélèvements pour la colonie. Donc en fait, je vois pas du tout l'intérêt. Là pour l'instant, clairement, c'est un échec total. Donner du poulet à des Messor Barbarus, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Après, peut-être que si la viande était vraiment crue, que si on partait sur une autre colonie comme les Phédoles pallidula par exemple, peut-être que ça aurait été totalement différent. Peut-être que les fourmis auraient eu un comportement totalement différent. Parce qu'il y a des fourmis qui vont préférer, qui sont plutôt fruits. Il y a d'autres fourmis qui vont être vraiment dans les liquides sucrés, le miela, les choses comme ça. Il y a des fourmis qui vont plus être dans la viande, être plus côté un petit peu carnivore, hein, de s'attaquer à des carcasses, des choses comme ça. Il y a des fourmis qui sont plus granivores. Voilà, toutes les fourmis ne mangent pas forcément tout le temps la même chose. C'est à nous de s'adapter. Et comme je voyais du côté de Narbonne, tout ça, côté Méditerranée, il y a énormément de colonies de Messor Barbarus en pleine nature. J'ai pu en observer énormément. J'ai passé des jours, des nuits et des heures à observer les colonies dans leur environnement. Et quand il y a des gens qui vont commencer à balancer leur reste de sandwich, balancer un peu de viande, balancer des cuisses de poulet, des conneries par terre, pas loin de la plage, tout ça, les gens vont pique-niquer. J'ai vu des grosses colonies de Messor Barbarus se ruer sur cette nourriture-là, même si à la base, elles sont plutôt granivores, même vraiment exclusivement granivores. Mais là, elles s'attaquent aussi à tout et elles sont plutôt opportunistes. Ça, c'est ce que j'ai vu dans leur milieu naturel. Moi, je me suis dit qu'en captivité, avoir une grosse diversité de nourriture peut leur apporter un petit plus. Mais là, clairement, ça n'a pas été le meilleur des choix par rapport à cette colonie-là parce qu'elle a totalement délaissé. Je ne pense pas qu'elle s'y intéresse vraiment tant que ça. Voilà, j'ai laissé la caméra allumée plusieurs heures afin de faire des bonnes séquences. Je trouve que c'est toujours intéressant de vous en parler, mais moi de mon côté, voilà, c'est pas le genre de truc que je referai par la suite. Pourtant, en temps normal, les restes de repas, je leur en donne quotidiennement à cette colonie-là, pas aux autres colonies, elles sont pas assez populeuses pour moi, je donne exclusivement verre de farine, grillons, donc la plupart du temps que je décongèle, parce que je les avais congelés au préalable. Les Messor, beaucoup de graines, hein, c'est surtout graines pour oiseaux exotiques. Et à toutes les colonies, je donne de l'eau mélangée à du miel. Donc je prends du miel que je dilue dans de l'eau. Et ça, je donne à peu près à toutes les colonies que j'ai, je donne ça. Et ça marche plutôt très bien. Mais les restes de repas, à table et tout, on verse généralement dans l'aire de chasse des Messor Barbarus. Parce que la colonie est tellement impressionnante que de toute façon, elle s'attaque plus ou moins à tout. Je me suis dit une carcasse de poulet, je vais faire des images grandioses. Mais en fait, pas du tout. Donc après ces images par rapport au Messor Barbarus, on va parler surtout des Camponotus parius et Camponotus nicobarendis, deux colonies qui explosent dans mon élevage actuellement et que je voulais vous présenter un petit peu plus en détail parce qu'on me l'a demandé aussi pour les Crématogaster scutellaris, pour les Sanctus. Mais ça on verra encore dans une prochaine vidéo. Je peux pas faire des vidéos d'1 h 30 tous les mercredis, c'est pas possible. Et je vais pas augmenter la cadence, je suis vraiment désolé, des vidéos sur les fourmis. Parce que là, on me demande de plus en plus. C'est drôle, c'est les vidéos qui faisaient le moins de vues sur ma chaîne, les vidéos sur les fourmis. Et actuellement, en fait, il y en a certains qui ont un réel intérêt par rapport à cette passion, qui commencent un petit peu à comprendre tout ça et qui s'y intéressent. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a des chaînes sur les fourmis, sur YouTube, faites des recherches et tout. Il y en a des tas, que ce soit en France ou à l'étranger, des super. Moi, ça sera qu'une vidéo par semaine le mercredi. Alors, les Camponotus parius, je vous les montre jamais. Elles ont un comportement de folie. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo un petit peu sur ce sujet-là.
et les Camponotus nicobarensis qui se développent super bien et que je recommande vraiment. De toute façon, ces deux espèces-là, pour moi, on peut débuter avec. Oui, on peut débuter avec, sous certaines conditions, comme tout être vivant de toute façon. Mais on peut débuter avec ça, mais je vais te montrer. On va commencer par les Parius et après on va finir la vidéo avec les Camponotus nicobarensis. La particularité des Camponotus Parius, c'est que la gine est souvent en dehors du nid, donc dans l'aire de chasse, comme vous pouvez le voir là actuellement. Et les ouvrières sont vraiment magnifiques, la gine aussi. Elles sont pas tout à fait noires, mais elles ont des genres de reflets un petit peu argentés. Alors là, comme je pars, j'ai soufflé un petit peu dans l'air de chasse sans le vouloir, j'ai causé un petit peu la panique. C'est une espèce hyper prolifique, mais très agressive pour des Camponotus. Moi, personnellement, des Camponotus, j'en connais un paquet. Alors Camponotus, c'est le genre, l'espèce c'est Parius, mais je trouve que ce sont les plus agressifs de toutes les Camponotus que j'ai possédées à l'élevage. Et elles sont très particulières. Il faut vraiment extrêmement bien les nourrir. Et plus on va les nourrir, plus la croissance va être rapide. Mais la gine n'hésite pas à aller dans l'aire de chasse, s'attaquer à la nourriture elle aussi. Elle ne va pas que dans le nid. Alors elle y est la plupart du temps, mais là comme vous pouvez le voir, elle est aussi dans l'aire de chasse. Et là, alors j'ai soufflé. Regardez bien ce qui s'est passé. Elles se sont toutes réunies, la gine dans un angle. Toutes les ouvrières là, prêtes à l'affût pour pouvoir attaquer en cas de problème. Regardez bien, c'est vraiment une observation, c'est le genre de comportement que j'adore observer chez ces fourmis. Regardez bien ce comportement-là, toutes en train de défendre au cas où la gine. C'est vraiment incroyable. Il y a même une larve, alors qu'est-ce qu'elle fout là, je ne sais pas. Et c'est ça qui est très intéressant avec cette espèce, c'est qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas ce que ça fout là. Et ben, c'est marrant, voilà. Là il y a une larve, on ne sait pas pourquoi, elle tient une larve cette ouvrière, mais je kiffe, j'adore. On va remettre le petit couvercle et je vais te filmer la partie. Alors la partie du nid, c'est un tube à essai pour le moment. Et ensuite je rajouterai un deuxième tube à essai. Alors voilà, on va essayer de filmer un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de couvains. C'est une colonie qui se développe super bien. Regardez ces physiogastries de dingue. Alors je rappelle, pour ceux qui arrivent sur la chaîne depuis pas très longtemps, que les physiogastries en fait, c'est pas toutes les fourmis, mais il y a beaucoup d'espèces de fourmis qui ont, notamment chez les Camponotus, un jabot social. C'est-à-dire en gros, pour faire bref, elles ont, parce qu'on fait pas de la vulgarisation scientifique sur la chaîne YouTube, donc on va au plus simple, elles ont deux estomacs. Voilà, un pour elles et un qu'on va appeler jabot social qu'elles utilisent pour la colonie. Ce qui vont leur permettre par exemple de récupérer des liquides sucrés à un endroit dans la nature et par le biais du bouche à bouche pouvoir transmettre ce liquide sucré d'une ouvrière à une autre. Et ça sert aussi de réserve de nourriture. Donc quand vous voyez le gastre hyper dilaté comme ça veut tout simplement dire qu'il est plein et que les fourmis sont vraiment très bien nourries. Ça, c'était pour les Camponotus Parius, une magnifique espèce que je conseille vraiment pour débutants parce qu'elle est très prolifique, elle a un comportement très agressif, mais elle est totalement, je le rappelle, inoffensif pour l'homme. Ne vous inquiétez pas, même pour des enfants, c'est totalement inoffensif. Ça vous permet d'avoir une petite espèce exotique, assez simple à l'élevage, où on ne risque rien. Voilà. Et on va partir sur la deuxième espèce, donc les Camponotus nicobarensis, qui elles par contre aiment beaucoup plus l'humidité. C'est pour ça que c'est vraiment des tubes avec réserve d'eau pleine. Voilà, tube à essai, hop. Après du tube plastique, ça va dans l'aire de chasse. D'un côté ça allait, de l'autre j'ai eu un petit doute. Il y avait une petite, en fait le trou de l'aire de chasse était à peine un peu plus grand que le tube. Il rentrait pas en force, donc j'ai mis de la colle chaude. On m'a posé beaucoup de questions par rapport à la colle chaude. Mais est-ce que ça émet pas des vapeurs? Est-ce que c'est pas dangereux pour les fourmis? Est-ce que c'est pas toxique? Est-ce que ça produit pas un genre d'odeur? Alors non. Quand on utilise la colle chaude, il n'y a pas vraiment d'odeur. Vous savez, c'est les pistolets avec les tubes de colle qu'on met dedans. On le branche sur prise, ça chauffe et on peut coller. Et moi, je m'en sers en fait pour les raccords de tubes, les choses comme ça.
ça permet de vraiment sécuriser. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça m'a beaucoup changé la vie. Et je n'ai jamais eu de mortalité en faisant comme ça. Et je sais que j'ai des potes qui font l'élevage de fourmis depuis maintenant. Moi, ça fait déjà 10-12 ans, plus de 10-12 ans que je suis dans l'élevage de fourmis. Mais j'ai des potes qui en sont depuis 15 ans, 18 ans dans l'élevage de fourmis. Et ils ont toujours utilisé ce procédé-là. Et je n'ai jamais entendu parler de problème. Après, si tu as eu des problèmes, tu peux toujours le mettre en commentaire. Je mettrai ton message en avant et tout. Et peut-être que tu pourras peut-être conseiller ou aider certaines personnes. Mais moi, de mon côté, depuis des années, je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait de problème à la colle chaude. Je trouve que franchement, c'est peut-être pas le plus esthétique, mais le fait d'avoir des tubes à essai, comme nid de fourmis, donc il y a toujours une réserve d'eau, c'est jamais trop humide ou pas assez humide, ça convient à énormément, pas toutes les espèces de fourmis bien évidemment, mais à beaucoup d'espèces de fourmis de faire comme ça. Pas de perte, pas de mortalité, une grosse aire de chasse à côté, tout va bien. Bon, du coup je rappelle juste du nom, c'est Camponotus nicobarensis. Voilà, nicobarensis. C'est une magnifique espèce de Camponotus qui est très colorée mais qui est un peu petite. Par rapport au Camponotus parius, c'est plus ou moins la même taille. Hein. Et Nicobarensis, alors comme toutes les Camponotus, elles ont aussi des majors, hein, mais elles sont pas très nombreuses et elles sont pas non plus énormes. Alors je vais essayer de te faire des séquences pour que tu vois bien un peu les colorations rougeâtres, orangées de certaines Camponotus. Alors là, quand tu regardes une ouvrière, il y en a une juste devant toi. Elle est jaune et c'est un major. Alors c'est un major, on le reconnaît à sa tête un peu plus large que les autres. Là, elle ne bouge pas trop pour l'instant. Et elle a une couleur très claire, jaune très pâle, parce qu'elle vient juste de naître il y a à peine quelques minutes ou quelques heures. C'est le temps pour elle de prendre ses couleurs définitives. Je rappelle que les fourmis, quand on arrive au stade de l'imago, donc les fourmis sortent du cocon, elles sortent du cocon à taille adulte. Elles ne vont pas grandir plus par la suite. Là, on peut voir une trophalaxie. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par le biais du bouche à bouche, il y a donc une ouvrière qui transmet la nourriture liquide à une autre ouvrière qui se trouve juste à côté. Certains d'entre vous peuvent y voir un roulage de pelle entre personnes du même sexe, parce que les fourmis sont toutes des femelles, donc, et d'autres personnes vont y voir un petit côté très scientifique d'échange de liquide par rapport à la trophalaxie. Donc je rappelle, si tu as bien écouté le programme de Tonton Snake, physiogastrie, c'est la dilatation du gastre dû donc la plupart du temps au fait que le jabot social soit plein de nourriture. L'agine peut faire aussi des physiogastries, mais l'agine, soit c'est qu'elle est super bien nourrie, c'est soit côté aussi peut-être parce qu'elle est blindée d'œufs et elle va pas tarder à entamer une période de ponte. Je rappelle que tout ce que je vais donner comme conseil, c'est à titre juste par rapport à mon expérience personnelle qui n'est pas forcément la meilleure expérience du monde et qu'il n'y a pas que moi sur YouTube, ni même sur Internet, que je donne juste une petite indication et je vous donne envie de... Voilà, j'essaie de vous partager ma passion et après c'est à vous de prendre les informations nécessaires mais de faire comme bon vous semble ou de chercher aussi d'autres informations. Voilà, il n'y a pas que moi sur Internet, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est pas parce que j'ai un certain nombre d'abonnés que je vais commencer à prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais été aveuglé par mon nombre d'abonnés ou par l'argent. Et j'ai toujours voulu juste uniquement partager mes différentes passions. J'essaie toujours de répondre au maximum de personnes où vous aimez bien indiquer que j'ai lu les messages. Ce qui est très rare sur YouTube quand on a un certain nombre d'abonnés. La plupart des chaînes YouTube, quand vous regardez que vous laissez un commentaire, il sera peut-être lu, mais vous ne serez peut-être jamais informé que le commentaire a bien été lu. Et moi je fais en sorte de, quand vous regardez toutes les vidéos de la chaîne et que vous défilez dans l'espace commentaire, il y a toujours de temps en temps des petits cœurs ou des petites réponses à vos commentaires. J'essaie toujours d'être le plus actif possible. Je me rappelle par quoi j'ai commencé, je me rappelle ce que j'étais au départ et je n'oublierai pas. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!